Sarafina Val avait 27 ans. Elle avait grandi dans un vallon rude des Appalaches, en Virginie occidentale, où la pauvreté ne se mesurait seulement au portefeuille vide, mais aussi au cœur vide. Sa mère avait disparu alors qu'elle était encore assez petite pour croire aux histoires du soir. Son père n'avait jamais existé dans aucun sens réel. Elle a été élevée par sa grand-mère aveugle, Odessa, une femme tenace à la langue bien pendue, qui lui a appris au milieu des poulaillers, du pain de maïs et des hymnes du dimanche qu'être une femme ne signifiait pas apprendre à s'incliner. À 20 ans, Sarah a déménagé à Boston avec pour tout bagage un sac de sport et le refus de rester insignifiante. Elle a nettoyé des maisons de grès, a été nounou pour des familles qui n'ont jamais appris son nom, et a vendu des muffins au coin des rues dans l'obscurité glaciale. Elle a été harcelée, négligée et sous-estimée. Elle a tout de même étudié la comptabilité le soir. Elle voulait sa propre entreprise. Elle voulait son indépendance. Elle voulait sa liberté. Elle ne cherchait pas un prince. Elle cherchait le respect. Puis Dominique Blackwood est entré dans la boutique où elle tenait la caisse 3 après-midi par semaine. Il n'a rien acheté. Il l'a simplement regardée, lui a adressé son sourire arrogant habituel, et a dit, avec un sourire comme ça, tu pourrais facturer des millions. Au début, cela ressemblait à un jeu. Il lui a fait la cour avec des orchidées coûteuses, des dîners privés, des survols en hélicoptère de Cape Cod. Elle, encore assez naïve pour croire que le destin pouvait compenser les épreuves de la vie, est tombée éperdument amoureuse. Elle lui a donné son cœur, son corps, ses rêves patiemment construits. Ce qu'elle ignorait, c'est que Dominique Blackwood abritait une âme assoiffée de pouvoir, de contrôle et de mépris silencieux pour les femmes. 3 années ont passé. Pendant ce temps, elle a appris à marcher sur des œufs sans faire de bruit. Elle a trouvé normal qu'il surveille son téléphone. Elle est restée silencieuse lorsqu'il critiquait ses vêtements. Elle n'a rien dit lorsqu'il la faisait se sentir insignifiante. Un jour, il l'a poussée contre un mur parce qu'elle avait parlé à un camarade de classe de son cours de comptabilité. « Je t'aime », a-t-il dit après coup, d'une voix douce. « Mais ne me pousse pas à perdre le contrôle. » Elle a pleuré et lui a pardonné parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle croyait que si elle partait, personne d'autre ne voudrait d'elle. Et le grand jour est arrivé. La vaste pelouse du domaine Blackwood à Newport, dans le Rhode Island, avait été transformée en un décor de conte de fées. Des roses blanches, des allées éclairées à la bougie, un autel en cristal. Plus de 300 membres de la haute société attendaient d'assister au mariage de l'année. Des caméras, des influenceurs, des magnats de la technologie, des politiciens, des drones planaient au-dessus de leur tête, diffusant l'événement en direct sur les comptes sociaux de la famille. Sarah a descendu l'allée dans une robe de dentelle sur mesure, le bras lié à celui de Winston Carmichael, un vieil ami du défunt père de Dominique un homme dont le nom était murmuré dans les mêmes cercles que la corruption de l'État. Il s'est penché vers elle pendant qu'il marchait. « Tu entres dans une famille puissante, ma fille. Apprends à te taire sur ce qui ne te regarde pas », un frisson l'a parcouru, mais elle a souri. Elle était devenue excellente pour feindre. Victoria Blackwood, la mère du marié, observait depuis le premier rang dans une robe noire qui lui donnait l'air d'assister à des funérailles plutôt qu'à un mariage. Elle n'avait jamais approuvé cette union. Pour elle, Sarafina était un cas social des Appalaches qui avait eu de la chance. Elle n'avait toléré ce mariage que parce que Dominique avait menacé de renoncer à l'héritage familial si elle refusait. Pendant la cérémonie, Dominique a souri à Sarah avec son charme habituel, mais ses yeux restaient froids. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil vers sa meilleure amie, il lui serrait la main assez fort pour lui faire mal. Esla l'a remarqué. Le visage de Sarah disait tout. Isa avait toujours su que quelque chose ne allait pas. Après les vœux, les applaudissements, les photos et le champagne, le moment du gâteau est arrivé, un chef-d'œuvre à 5 étages orné de feuilles d'or et de fleurs fraîches, préparé par un chef pâtissier français exclusif. Les invités ont sorti leur téléphone pour immortaliser la découpe traditionnelle. Dominique a saisi le couteau, a serré Sarah contre son flanc a murmuré entre ses dents, « Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas écraser ce gâteau sur le visage de ma mère. C'est une blague. Ça fera rire tout le monde. » CERS l'a regardée, stupéfaite. « Quoi? Tu es fou? Je ne ferai pas ça. Fais-le. Ne me contredis pas en public. C'est ta mère maintenant. Obéis, c'est tout. » Il lui a serré le poignet jusqu'à ce qu'elle grimace. Elle s'est dégagée.
Le faux sourire s'est effondré. Isla a fait un pas en avant, mais il était déjà trop tard. Dominique, furieux, a fait un rire bruyant pour la foule et puis, dans un geste presque trop rapide pour être vu, l'a frappé. Il l'a poussé violemment contre la table du gâteau. Son visage s'est enfoncé dans le glaçage. Sa tête a heurté le socle en cristal dur. La grande salle de bal est devenue silencieuse. Sarah est restée au sol pendant plusieurs secondes. Le glaçage lui couvrait les yeux. Elle a goûté la crème au beurre sucré mêlée au goût métallique du sang. Elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Puis elle l'a entendu. C'était juste une blague. Ne réagis pas de manière excessive, a dit Dominique avec un rire cynique. Ma femme est si théâtrale. Quelques personnes ont ri nerveusement. D'autres ont continué à enregistrer. Quelques tantes fortunées ont fait semblant de détourner le regard. Isla s'est précipitée vers elle, l'a aidée à se relever, essuyant frénétiquement son visage avec une serviette en fil. Ça va, a-t-elle crié. Dominique s'est approché, va à chuchoter entre ses dents, ne t'avise pas de gâcher ça. Et là, à cet instant précis, quelque chose a cliqué en Sarafina. Elle n'a pas ressenti de colère. Elle n'a pas ressenti de peur. Elle a ressenti une clarté absolue. C'était soit cela, soit mourir tout en continuant à respirer. Elle s'est redressée, tremblant encore. Elle a pris une profonde inspiration, s'est avancée au centre de la piste de danse, va exiger le micro des mains du chanteur de l'orchestre. Qu'est-ce que tu fais ? A lancé Dominique en marchant vers elle. Recule, a dit Ella, s'interposant fermement entre eux. Sarah a regardé la foule. Son visage était encore maculé de gâteau, de sang, va de dignité brisée. Sa voix était basse, mais ferme. Je ne me marie pas. Pas avec un homme qui m'a frappé plus d'une fois, qui m'a insulté, qui m'a fait me sentir insignifiante, et qui a tué mon enfant à naître à coups de poing. Un murmure a parcouru la salle de bal comme une traînée de poudre. Oui, a-t-elle poursuivi. J'étais enceinte de son enfant, et je l'ai perdu parce que Dominique m'a projeté contre la porte de la salle de bain lors d'une de ses crises de jalousie. Et sa mère, Victoria, m'a payé pour le cacher. 50 000 $ pour mon silence. Victoria s'est levée en hurlant, c'est un mensonge. Elle est mentalement instable. C'est une chercheuse d'or opportuniste. J'ai toutes les preuves, a répliqué Sarah. Les virements bancaires, les SMS, les menaces. Je les montrerai à quiconque souhaite les voir. Les invités brandissaient leur téléphone, enregistrant chaque seconde. Cet homme ne mérite pas le respect, va sa famille encore moins. Vous m'avez traîné dans cet enfer avec des promesses vides, mais c'est fini. Dominique a bondi en avant. Winston Carmichael a tenté de le retenir. Sarah, pose ce micro tout de suite, a hurlé Dominique. Tu n'as pas idée de ce à quoi tu joues. Je sais exactement à quoi je joue, a-t-elle répondu. Et tu n'as pas idée de qui tu viens de provoquer. Silence. Seul retentissait le bruit des déclencheurs d'appareils photo. Certains invités se sont levés et sont partis. Quelques-uns ont applaudi. Les réseaux sociaux explosaient déjà. Le scandale était un train lancé à toute allure que rien ne pouvait arrêter. Sarah a fait un pas en arrière, a lâché le micro et s'est retournée. Isa a passé son bras sous le sien. Ensemble, elles ont descendu l'allée vers la sortie. Personne ne les a arrêtés. Pas même Victoria, qui s'est évanouie de pure indignation. Avant de franchir les portes, Sarah s'est retournée une dernière fois vers la foule. Je ne l'épouse pas. Et ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur cet homme. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière elle comme un couvercle de cercueil. Dehors, la brise du soir de Newport flottait dans ses cheveux, rafraîchissant son visage taché de sang va de gâteau. Isa lui a serré la main. Tu es sûr de ce que tu viens de faire ? Pour la première fois de sa vie, Sarafina a répondu sans hésiter, oui. Et dans sa voix, il n'y avait pas de peur, seulement un calme étrange va sacré. Ce jour-là n'était pas la fin de son conte de fées. C'était le début de son éveil. En quelques heures, le monde entier allait connaître l'enfer caché derrière un nom prestigieux va le pouvoir d'une femme qui avait enfin décidé de dire assez. Le scandale a explosé comme de la dynamite sous un sol de marbre. Moins d'une heure s'était écoulée depuis que Sarafina avait abandonné son propre mariage que les réseaux sociaux brûlaient déjà de titres, de vidéos divulguées et de théories du complot. Partout,
la même scène tournait en boucle. Le coup, le gâteau, le sang, sa voix tremblante démasquant Dominique et Victoria devant une salle remplie de costumes coûteux et de sourires travaillés. Les mots-clics inondaient les listes de tendances. Je ne l'épouse pas. Assez. Croyez-la. Pendant ce temps, la femme au centre de ce séisme marchait pieds nus sur un trottoir qu'elle reconnaissait à peine. Isa portait les talons hauts de Sarah à son voile déchiré tout en essayant d'arrêter un taxi. Sarah avait encore des traces de crème au beurre sur la joue, mais elle gardait la tête haute, le regard vitreux mais clair. « Où allons-nous » a demandé Isla, la voix serrée par l'inquiétude. « Quelque part où personne ne pourra me dicter ma façon de vivre. » Isla a compris. Ce n'était pas une destination sur une carte. C'était une déclaration de guerre. Elles ont atteint l'appartement d'Esa, un petit logement au dernier étage à Somerville avec des murs humides et des meubles d'occasion. Sarah s'est enfermée dans la salle de bain et s'est regardée dans le miroir. Le bleu provoqué par l'impact s'était déjà étendu sur sa pommette. Ses lèvres saignaient encore. Elle a lavé son visage, a nettoyé le maquillage restant va à laisser tomber sa robe de créateur au sol. Elle s'est tenue nue devant le miroir, vulnérable, blessée, mais vivante. Et pour la première fois depuis des années, libre. Plus tard, la télévision a diffusé des extraits soigneusement montés de la catastrophe. Certains réseaux défendaient Dominique, parlant d'un malentendu tragique. D'autres spéculaient sur la santé mentale de Sarah. Des éditorialistes conservateurs la qualifiaient d'opportuniste. Quelques intervenants ont même suggéré que toute la scène était un coup de communication calculé. Dominique est apparu dans une interview exclusive à une heure de grande écoute depuis son appartement de Boston, la voix posée et affligée. Sarafina est profondément déséquilibrée. Elle souffre d'anxiété sévère et de paranoïa. Je l'aime profondément, mais elle a besoin d'une aide psychiatrique. Je ne lui ferai jamais de mal. Isla a jeté une tasse de café contre le mur. C'est lui qui est déséquilibré. Espèce de malade, de manipulateur. Sarah était assise devant l'ordinateur portable et ne réagissait pas. Elle tapait, tout simplement. Elle comprenait que si elle ne parlait pas, si elle ne s'emparait pas du récit, il l'écrirait à sa place. Cette nuit-là, elle a enregistré une vidéo sous la lumière crue d'une lampe bon marché. Sans maquillage, les yeux gonflés. Je m'appelle Sarafina Val et voici la vérité. Elle a raconté comment la relation avait commencé. Elle a parlé des premiers signes de contrôle, des regards, des commentaires, des menaces voilées. Puis elle a décrit l'agression la plus brutale. Le jour où, alors qu'elle était enceinte d'à peine 8 semaines, Dominique l'avait poussée contre la porte de la salle de bain pour lui avoir répondu en public. Elle était tombée. Elle avait ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen. Lorsqu'elle avait tenté de crier, il lui avait plaqué la main sur la bouche. « Arrête d'être si théâtrale », lui avait-il dit. Elle avait perdu le bébé ce jour-là. Elle s'était retrouvée seule dans les toilettes des urgences d'une clinique privée pendant que Dominique était sorti pour se calmer les esprits. En réalité, il avait passé la nuit avec une autre femme dans un hôtel du centre-ville. Victoria était arrivée plus tard lui avait proposé un chèque en échange de son silence. « Personne ne croira une fille comme toi », avait-elle dit. La vidéo a été mise en ligne au petit matin. En moins de 3 heures, elle comptait 600 000 vues. À 7 heures du matin, elle avait dépassé les 2 millions. Sarah n'a pas dormi. Elle est restée éveillée à lire les commentaires. Des femmes de tout le pays ont partagé leurs propres histoires. Des trolls l'ont insultée. Certains hommes l'ont accusée de vouloir détruire la vie d'un homme bien. Mais la grande majorité a écouté, cela suffisait. À l'intérieur du manoir Blackwood, Victoria explosait de colère. Où est l'avocat ? Il faut faire supprimer ça immédiatement. Dominique, d'un calme déconcertant, sirotait un verre de bourbon. Détends-toi, maman. Ça va passer. Elle n'a pas assez de preuves. Bien sûr que si, idiot. Tu crois que je n'ai pas vu le virement bancaire ? Il s'est figé. Quoi ? Oui, je l'ai payé parce que tu n'avais pas le courage de la faire taire avec de l'affection. Dominique a jeté son verre en cristal dans la cheminée. Je ne l'ai pas frappée. Elle est tombée. Et je ne suis même pas sûr que cet enfant était de moi. Victoria s'est tue, fixant son fils. Pour la première fois, elle semblait le voir clairement, ou peut-être, pour la première fois,
s'autorisait-elle à admettre ce qu'elle avait toujours su. Les jours suivants ont été un tourbillon. Sarah s'est rendue au bureau du procureur va à déposer une plainte pénale officielle. Elle a apporté les SMS, quelques relevés bancaires, quelques dossiers médicaux prouvant la fausse couche va les photos des ecchymoses qu'elle avait cachées pendant des mois. Elle a également apporté le journal intime dans lequel elle avait documenté chaque épisode de maltraitance. La presse ne la laissait pas tranquille. Il voulait des exclusivités, des larmes devant la caméra, des effondrements dramatiques. Elle ne cherchait pas la célébrité. Elle cherchait la justice. Isla est resté constamment avec elle, dormant sur le canapé, lisant le flot de mai, organisant les messages qui arrivaient. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle trouve quelque chose de terrifiant. Une lettre sans adresse de retour, sans timbre, juste une feuille de papier avec des lettres découpées dans des magazines glissées sous la porte, « Tais-toi ou nous te ferons taire ». Isla a pâli. « Nous devons partir d'ici. »« Non, je me suis caché assez longtemps. »« Tu ne comprends pas. Ce n'est pas un jeu, tu crois que vivre dans la peur a un jour été un jeu pour moi ? Tu sais combien de fois je me suis tue ? Combien de fois j'ai souffert le martyre tout en souriant comme si de rien n'était ? » Isla n'a pas insisté. Elle l'a simplement serré dans ses bras. Elle comprenait que la force de Sarah n'était pas du courage pur. C'était l'épuisement d'en avoir eu assez. Quelques jours plus tard, Sarah a accepté de participer à une émission matinale nationale. Elle est arrivée vêtue d'un chemisier simple, sans maquillage lourd. Sa voix était ferme, son regard direct. « Pourquoi avez-vous décidé de parler ?» a demandé la présentatrice. « Parce que tout le monde me disait que je ne le pouvais pas. Parce que j'avais peur de mourir en silence. Et parce que chaque femme qui m'a écrit mérite de savoir que sa souffrance compte aussi. » Le studio est devenu totalement silencieux. Plusieurs membres de l'équipe ont essuyé des larmes. D'autres ont commencé à applaudir. En quittant le bâtiment de la chaîne, un groupe de femmes brandissant des pancartes l'attendait. « Merci, Sarafina. Tu n'es pas seule. » Elle a été profondément touchée. Elle n'avait jamais imaginé devenir un symbole. Puis, alors qu'elle va Isla marchait vers la voiture garée, un SUV noir a accéléré à toute vitesse directement sur elle. Des cris ont retenti. Isla a poussé Sarah hors de la trajectoire. Le véhicule a percuté violemment et Slava a disparu dans la circulation chaotique de Boston. Sarah est tombée à genoux sur le trottoir, haletante, tenant Esla alors que le sang se répandait sur le front de son ami. « Ils te veulent morte. Ils ne me feront pas taire. » La police est arrivée en quelques minutes. Ils ont pris des dépositions ont promis une enquête. Les deux femmes savaient au fond d'elles-mêmes que peu de choses seraient faites tant que le nom des Blackwood serait impliqué. Cette nuit-là, Esla l'a emmenée dans un lieu sûr. Elles n'ont dit à personne où elles allaient. Sarah a commencé à recevoir l'aide juridique gratuite d'un important fonds de défense féministe. Elle a appris à s'exprimer avec une précision stratégique. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait une voix collective. Dominique n'est pas resté inactif. Il a divulgué un faux certificat médical affirmant que Sarah souffrait d'un trouble de la personnalité borderline. Il a diffusé des enregistrements audio modifiés. Il a payé des actrices pour qu'elles se fassent passer pour d'anciennes colocataires d'université affirme qu'elle avait toujours été instable, mais le mouvement ne pouvait plus être arrêté. Victoria a rencontré des responsables du département de la santé de l'État, tentant d'éviter un audit fédéral de l'hôpital où Dominique exerçait. Elle a proposé des dons de campagne, des faveurs, des menaces discrètes. Quelque chose avait pourtant changé. Pour la première fois, les gens commençaient à parler. Sarah dormait mal. Les cauchemars se succédaient sans répit, les toilettes de la clinique, le bébé qui n'était jamais arrivé, le visage de Dominique hurlant son nom. Parfois, elle se réveillait en criant. Esla la serrait dans ses bras lui disait que tout irait bien. Ni l'une ni l'autre n'y croyaient vraiment. La tension était étouffante. Le visage de Sarah était désormais célèbre. Ses paroles étaient citées dans les écoles, les collectifs de femmes les conférences. Pendant ce temps, Dominique restait libre, souriant devant les caméras, enregistrant des vidéos où il feignait de pleurer insistait sur le fait qu'il voulait seulement lui venir en aide. La manipulation était presque parfaite, jusqu'à ce que quelqu'un d'inattendu se manifeste. Une infirmière de la clinique privée de Boston où Sarah avait été soignée a contacté Ea. Elle voulait parler. Elle disait avoir des informations, des documents,
des photos. Elle avait elle-même été témoin de la corruption. Elle était terrifiée. Sarah est allée la rencontrer. La femme, d'une quarantaine d'années, tremblait en parlant. J'ai tout vu. J'ai vu à quel point vous saignez. Comment vous êtes arrivé seul. J'ai nettoyé la chambre moi-même. Ils m'ont forcé à détruire votre dossier. Ils ont menacé ma retraite. Mais je ne peux plus me taire. Sarah a pleuré, non pas de tristesse, mais de rage va d'une soif désespérée de justice. Elle savait que ce n'était que le début. Le jour même, elle a publié une autre vidéo, plus courte va plus incisive. Je ne parle plus seulement pour moi-même. Je parle pour nous toutes. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, si j'ai un accident, sachez que ce n'était pas une erreur. C'était planifié. Et les responsables ont des noms. Les vues ont doublé. Les menaces de mort ont doublé également. Mais une vérité était devenue incontestable, la femme qui avait dit assez n'était plus seule. Chaque parole qui sortait de sa bouche devenait une pierre de plus jetée contre un système qui préférait les femmes silencieuses ou mortes plutôt que libres. Quand une femme se lève, le système tremble, certains préféreraient la voir morte que libre. Sarah le ressentait chaque fois qu'une moto passait trop près de la route. Chaque fois qu'une enveloppe sans adresse de retour apparaissait. Chaque fois qu'un inconnu la fixait un instant de trop. Elle le ressentait dans les silences prolongés des autorités, les appels coupés, les alliés qui décidaient soudainement qu'ils ne voulaient plus être impliqués. 2 semaines après l'accident manqué devant le studio de télévision, la police n'avait toujours aucune piste. Les caméras de surveillance n'avaient étrangement rien enregistré d'utile. Le SUV n'avait pas de plaque visible. Tout était trop parfait, trop propre, comme si quelqu'un doté d'un immense pouvoir avait ordonné d'effacer la moindre trace. Isla boitait encore. L'impact l'avait projeté contre un lampadaire. L'entaille sur son front avait nécessité 5 points de suture. Sarah ne pouvait pas se le pardonner. Chaque fois qu'elle voyait les bandages, elle ressentait une culpabilité collante profonde qui la réveillait à 3 heures du matin. Ce n'était pas de ta faute, répétait Isla en tenant une tasse de café chaud. Bien sûr que si. Cette voiture m'était destinée. Je t'ai poussé juste devant. Si tu ne m'avais pas poussé, il m'aurait percuté de plein fouet. Tu m'as sauvé. Sarah a serré les lèvres. Les mots ne suffisaient plus. Le langage avait ses limites lorsque l'âme se brisait dans des endroits invisibles. Cette nuit-là, elles ont décidé de partir, de changer de ville, de s'éloigner des caméras des hommes en costume qui cachaient des menaces derrière des sourires politiques. Elles ont fui vers les Berkshires, dans l'ouest du Massachusetts, sous de faux noms, aidées par un réseau clandestin qui protégeait les femmes confrontées à des situations de violence domestique à haut risque. Là, nichées au milieu des pins des routes de campagne sinueuses, cachées derrière une vieille église en pierre des grilles en fer rouillé, elles ont trouvé le sanctuaire du Mont Carmel. Ce n'était pas un couvent conventionnel. Il n'y avait pas d'horaire de prière rigide ni de religieuses en habit. C'était un refuge pour les femmes brisées, les mères fuyant avec leurs enfants, les adolescentes enceintes échappant aux abus, les femmes âgées abandonnées par tous. Les gardiennes portaient leurs propres histoires lourdes, certaines avec des tatouages, d'autres avec des casiers judiciaires, toutes survivantes. La première à les accueillir fut Mère Eleanor Crowe, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux d'argent à la voix qui commandait l'attention. Ses yeux avaient trop vu. Elle portait des vêtements sombres simples, mais autour de son cou pendait une chaîne avec un anneau d'argent usé. « Vous êtes Sarafina Veil » a-t-elle demandé de but en blanc. « Oui, nous vous attendions. Nous ne vous jugerons pas ici, mais nous ne vous laisserons pas non plus vous effondrer. Vous avez assez souffert. Vous venez ici pour renaître, pas pour pleurer éternellement. » Ces paroles ont résonné profondément. Sarah a hoché la tête en silence. Elle savait qu'elle avait trouvé l'endroit idéal. Les premiers jours furent rudes. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle sursautait au bruit des portes qui se fermaient. Elle pleurait en silence chaque fois qu'elle voyait une petite fille courir de peur. Mais c'est Eleanor qui a commencé à la reconstruire peu à peu. Elle n'avait pas toujours été une guide spirituelle. Pendant 20 ans, elle avait été une avocate engagée pour les droits civiques, défendant des survivantes d'homicides domestiques, des victimes de traite des mères accusées de meurtre pour s'être protégées. Sa propre fille avait été tuée à 17 ans par son petit ami. Après cela, Eleanor avait quitté les tribunaux troquer ses costumes pour le travail au sanctuaire,
mais elle n'avait jamais perdu son esprit acéré ni son sens aigu de l'injustice. « Tu n'es pas seulement un fait divers viral », lui a dit Eleanor un après-midi autour d'un thé. « Tu es un symbole, va les symboles dérangent les gens. » « Alors, qu'est-ce que je fais de ça ?» a demandé Sarah. « Je me cache ? J'écris mes mémoires ? Non, tu utilises ce symbole comme une arme. Tu construis quelque chose qui leur survivra à tous. Et c'est ainsi que la maison Métoarch a vu le jour. Cela a commencé comme un projet clandestin, un refuge transformé en centre de soutien psychologique, juridique va médical pour les femmes maltraitées. Il fonctionnait dans une ferme discrète va anonyme à 5 km du sanctuaire, financé par des dons anonymes va géré par des bénévoles engagés. Il n'y avait pas d'enseigne. Il n'apparaissait sur aucune carte. Son emplacement se transmettait à voix basse, comme une planche de salut. Sarah a commencé à y travailler jour va nuit. Elle écoutait des histoires à vous glacer le sang, des mères battues devant leurs enfants en bas âge, des filles agressées par des proches, des femmes séquestrées pendant des années. Chaque récit la blessait, mais chacun la renforçait également. Elle ne pleurait plus seulement pour elle-même. Elle pleurait pour elle, cela la maintenait debout. Mais l'ombre de la famille Blackwood ne s'est pas estompée. Victoria, furieuse des retombées médiatiques de l'audit fédéral imminent de l'hôpital où travaillait Dominique, a opté pour des mesures plus radicales. Elle a engagé un ancien contractuel militaire spécialisé dans l'élimination de cibles civiles. Son nom était Gideon Locash, connu sous le pseudonyme du Spectre. Il avait opéré dans des missions d'épuration secrète d'élimination de témoins. Tout ce qu'il exigeait était la discrétion une somme exorbitante. Victoria disposait des deux. « Je veux qu'elle disparaisse », lui a-t-elle dit sans ciller. « Je me fiche des moyens. » Gideon a souri. « Ce ne sera pas bon marché. Le prix m'importe peu. Je veux des résultats. » L'opération a commencé une semaine plus tard. L'ombre ne s'est pas levée, elle est devenue plus dense. Gideon Locash se déplaçait avec la précision silencieuse d'un homme habitué à effacer les gens. Il s'est fait passer pour un paysagiste dans une propriété voisine, a observé les habitudes, noté les horaires attendu son heure. Les premières tentatives furent discrètes, des durites de frein coupés sur une voiture empruntée, une fuite de gaz qui a failli passer inaperçue, un colis déposé sur les marches du sanctuaire que mère Eleanor a intercepté détruit avant qu'il ne puisse être ouvert. Chaque échec rendait Victoria plus impatiente plus dangereuse. Sarah sentait le piège se refermer. Elle a cessé de dormir la nuit. Chaque moto passant trop près, chaque visage inconnu sur les routes de campagne lui mettait le cœur au bord des lèvres. Isla, encore convalescente de la première attaque, refusait de la quitter d'une semelle. Mère Eleanor a renforcé la sécurité déplacer les femmes les plus vulnérables plus profondément dans la propriété. Puis les véritables preuves sont apparues. En triant des cartons de dossiers médicaux discrètement sortis de l'hôpital St. James Memorial des mois plus tôt, Eleanor a trouvé un dossier estampillé d'un code de facturation interne qu'elle n'avait jamais vu. En recoupant les données, l'image qui s'est dégagée était accablante, des médicaments de chimiothérapie périmés administrés comme neufs, des ordonnances falsifiées, des listes entières de patients inexistants. Des millions de dollars de fonds d'assurance maladie fédéraux avaient été détournés par le biais de l'hôpital. La signature de Dominique apparaissait encore sur les formulaires de demande frauduleux. Eleanor a apporté le dossier à Sarah le soir même. Cet homme n'est pas seulement un agresseur domestique un prédateur, a-t-elle dit. Il dirige un réseau pharmaceutique illégal géant. De vrais patients atteints de cancer sont morts parce qu'on leur a administré des traitements dilués ou périmés, afin qu'ils puissent empocher l'argent fédéral. Nous avons des signatures falsifiées, des dossiers de patients dupliqués, de quoi le détruire. En avons-nous assez pour saisir le département de la justice, a demandé Sarah. Si nous présentons le dossier parfaitement, oui. Si nous le divulguons sans une stratégie en béton, ils détruiront les preuves achèteront leur liberté avant même la première perquisition. Alors nous attendons, a dit Sarah. Cette nuit-là, elle a écrit une lettre qu'elle ne s'attendait pas à voir lue par une personne d'importance. Elle l'a adressée au Vatican, non pas par un élan religieux soudain, mais parce qu'elle comprenait la force d'une autorité morale qui ne pouvait être achetée par l'argent politique américain. Eleanor avait d'anciens contacts dans l'archidiocèse. La lettre a été envoyée. 3 jours plus tard, une lourde enveloppe scellée à la cire est arrivée. Le Saint-Siège reconnaissait la gravité de son témoignage. Un message personnel de solidarité a suivi.
Le dimanche suivant, lors d'une allocution télévisée mondiale depuis la place Saint-Pierre, le pape a parlé d'une femme courageuse aux États-Unis luttant contre l'injustice, la maladie va le poids du silence imposé. Il a qualifié sa cause de témoignage de la dignité humaine. Internet a explosé. La déclaration est devenue virale sur tous les continents. Pour la première fois depuis le mariage, Sarah a pleuré, non pas de désespoir, mais de la certitude soudaine, presque insoutenable, que le monde écoutait enfin. Son corps, cependant, commençait à faiblir. La sclérose en plaques qui progressait discrètement depuis des mois s'est accélérée. Ses jambes devenaient instables. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tentait de tenir des papiers. La vision de son œil droit s'est troublée. Les médecins pouvaient ralentir les spasmes, mais ne pouvaient arrêter la progression. Sarah a accepté le diagnostic comme elle avait accepté tous les autres coups, avec une froide va pratique détermination. Il pouvait briser son corps, il ne briserait pas sa voix. Le procès fédéral contre Dominique Blackwood va le conseil d'administration de St. James Memorial a été annoncé sous haute sécurité. Dès le premier jour, il est apparu évident que ce ne serait pas une procédure ordinaire. Le bureau du procureur des États-Unis subissait des pressions de la part de toute l'élite de la Nouvelle-Angleterre, des sénateurs, des donateurs, des anciens gouverneurs, tous redevables à la famille Blackwood. Mais les audiences étaient publiques, la présence des médias était totale. Des camions de transmission encerclaient le tribunal de Boston bien avant l'aube. Des centaines de personnes remplissaient la place. Des femmes brandissaient des pancartes. Des familles de victimes se tenaient côte à côte avec des militants des droits civiques. Beaucoup portaient des t-shirts à l'effigie de Sarah. Ils n'étaient pas là en spectateurs. Ils étaient là parce qu'ils comprenaient que le procès dépassait un seul homme. Sarah est arrivée dans un fauteuil roulant adapté, poussé par Isla. Elle portait un tailleur simple, les cheveux tirés en arrière, le trait d'eyeliner net provocateur. Elle n'a fait aucune déclaration à la presse. Elle a simplement gardé le menton haut, va laisser le monde regarder la femme que le pouvoir absolu avait tenté, sans succès, d'effacer. À l'intérieur de la salle d'audience, Dominique se tenait rigide à côté de sa coûteuse équipe de défense. Même la combinaison de détenue beige ne pouvait masquer entièrement l'arrogance qui maintenait son dos droit. De temps en temps, il se retournait, la cherchant du regard dans le public. Lorsqu'il l'a enfin aperçue, il a affiché un rictus sombre puéril, comme s'il croyait toujours qu'elle lui appartenait. L'accusation a débuté avec une montagne de preuves, courriels, relevés bancaires, dossiers cliniques, déclarations sous serment. Chaque document désignait Dominique comme un prédateur méthodique et l'hôpital comme une entreprise criminelle engagée dans la fraude à l'assurance maladie, la distribution de stupéfiants une grave négligence médicale. Les preuves étaient si denses que la déclaration liminaire s'est étendue sur plusieurs jours. La première témoin était une jeune fille de 19 ans ayant obtenu l'anonymat. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas faibli. Elle a décrit comment Dominique l'avait agressée lors d'un examen de routine, comment il avait menacé de lui refuser ses médicaments si elle parlait, comment il avait souri lui avait dit que personne ne la croirait. Lorsqu'elle a terminé, la salle d'audience est restée silencieuse. Même les avocats de la défense ont choisi de ne pas procéder à un contre-interrogatoire. D'autres témoins ne sont jamais apparus. L'une d'elles a disparu de son appartement 2 jours avant son témoignage prévu. Une autre a été soudainement hospitalisée a refusé de parler. Une troisième a été signalée sur un vol aller simple pour quitter le pays. Le schéma était évident, la machine des Blackwood fonctionnait toujours. Puis Victoria Blackwood a pris la parole pour la défense. Vêtue de noir, elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir en soie, s'exprimant d'une voix soigneusement travaillée sur son statut de victime. Elle a affirmé que sa famille était détruite par la jalousie et les mensonges. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait cherché qu'à protéger son fils des mauvaises influences. Elle a qualifié Sarah de chercheuse d'or aux motivations cachées. Sarah l'observait depuis son fauteuil roulant ne ressentait aucune colère, seulement une immense pitié. La femme qui avait autrefois régné sur la société bostonienne d'une main de fer semblait désormais petite, terrifiée acculée. Dominique n'a pas supporté la pression. Au milieu d'une audience d'après-midi, il a craqué. Il a bondi sur ses pieds a hurler à travers la salle, pointant un doigt rageur vers Sarah, c'est de sa faute. Elle a ruiné ma vie. Elle est venue fouiller là où elle n'avait rien à faire. Elle m'a provoqué. Elle m'a fait perdre le contrôle. Des agents fédéraux l'ont plaqué au sol. Le juge a martelé son bureau pour réclamer l'ordre.
Les caméras ont capturé chaque seconde. L'opinion publique s'est effondrée. Les chaînes d'information affichaient en bandeau, Dominique Blackwood craque va accuse la victime en plein tribunal. Même les politiciens qui avaient discrètement financé sa défense ont publié des communiqués pour couper les ponts. Le point culminant a eu lieu lorsqu'une femme nommée Sarafina a été introduite dans la salle d'audience sous haute protection fédérale. Elle était d'une maigreur inquiétante, le regard fatigué mais l'esprit parfaitement lucide. Elle avait exigé de parler avant de mourir. Le juge a réclamé le silence absolu. « Je m'appelle Sarafina, a-t-elle dit. Je suis la mère biologique de Sarafina Val, je suis également la mère biologique de Dominique Blackwood. » Le silence était absolu. J'étais bonne dans la maison des Blackwood. Le mari de Constance m'a violée pendant des semaines. Je suis tombée enceinte. Elle m'a forcé à me taire. Elle m'a dit que si je parlais, elle me ferait tuer. Elle a volé mes enfants. Elle m'a enfermé dans un hôpital psychiatrique a falsifié mon certificat de décès. Elle a pointé un doigt tremblant vers Dominique. Il n'est pas son fils. Il est le mien celui de son mari. Elle l'a élevé pour être cruelle, pour croire que le monde lui appartenait. Elle lui a rempli la tête de venin de pouvoir. Mais il n'est rien d'autre qu'un garçon perdu malade, élevé dans la haine pure. Des cris ont éclaté dans le public. L'histoire a fait le tour des agences de presse internationales. La discussion a basculé de la violence domestique aux affaires d'étouffement au sein de l'élite, à la corruption institutionnelle à la traite d'êtres humains. 2 jours plus tard, le procureur fédéral principal est mort dans un accident de voiture sur une portion de route déserte. Les caméras de surveillance de ce secteur avaient inexplicablement cessé de fonctionner. Il n'y avait pas de traces de freinage. Le juge a prononcé une suspension d'audience immédiate le temps que le ministère de la Justice désigne un remplaçant. Cette nuit-là, alors que des bénévoles de la maison Métoarche organisaient une veillée au flambeau pour le procureur assassiné, une explosion a détruit le refuge. Du verre, de la fumée des débris de plaques de plâtre ont rempli l'air. Les grilles renforcées de l'entrée ont été arrachées de leurs gonds. Plusieurs femmes ont été blessées. Une fillette de 7 ans a définitivement perdu l'audition d'une oreille. Depuis son lit d'hôpital, la clavicule brisée, un poumon perforé sa sclérose en plaques s'accélérant, Sarah a enregistré un message. Elle portait une blouse d'hôpital. Son visage était tuméfié coupé. La vidéo a figé le pays. Des centaines de milliers de femmes sont descendues dans les rues des grandes villes, des infirmières, des étudiantes, des mères. Elles ont marché, elles ont crié, elles ont exigé des mesures fédérales. L'affaire Blackwood n'était plus un procès, c'était devenu une révolution. 3 jours plus tard, Victoria Blackwood a été retrouvée morte dans son manoir vide de Newport, une crise cardiaque massive, seule, abandonnée par son personnel ses avocats, ses comptes à l'étranger gelés ses propriétés sous saisie fédérale. Elle avait envoyé des SMS désespérés auxquels personne n'avait répondu. Sarah n'a rien dit en apprenant la nouvelle. Elle a seulement regardé par la fenêtre de l'hôpital à respirer. Le 15 septembre, la maison Métoarche a rouvert ses portes dans un établissement rénové dans l'État de New York, entièrement financé par des fondations internationales de défense des droits de l'homme. Des journalistes sont venus du monde entier. Des femmes des 50 États sont arrivées portant des bougies, des fleurs des photos de leur reconstruction. Au-dessus des lourdes portes en chêne, une plaque était apposée, « Nous ne vous jugerons pas ici. Nous vous soutiendrons, tout simplement. » Sarah a été transportée par une ambulance médicale spécialisée, une bouteille d'oxygène à ses côtés, des infirmières privées entourant son fauteuil roulant. Elle refusait de manquer cette journée. Mère Eleanor l'attendait à l'entrée avec un bouquet de fleurs de montagne. À l'apparition de Sarah, la foule a éclaté en applaudissements nourris. Isla a dirigé son fauteuil sur une rampe d'accès adaptée, a pris le micro à parler sans maquillage, d'une voix lente mais résolue. Quand je suis entré pour la première fois dans la maison Meadowlark originale, je ne savais pas si je survivrais à la semaine. Je suis arrivé brisé meurtri. Mais entre ces murs, je me suis reconstruite. Cet endroit m'a appris qu'être dans un fauteuil roulant ne signifie pas que l'on est inférieur aux autres. Cela signifie que l'on est dans la position idéale pour les regarder dans les yeux tenir bon. Merci, Sarafina, de n'avoir jamais abandonné, d'avoir porté nos cris quand nos gorges étaient trop meurtries pour émettre un son. L'ovation debout a duré près de 10 minutes. Sarah ne pouvait plus parler fort. Eleanor l'a aidé à lire un court message final pour les caméras pour le pays.
je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être des semaines, peut-être moins. Cela n'a pas d'importance. J'ai déjà fait ce pourquoi j'ai été mis ici. Je ne dois plus rien à personne, pas même à moi-même. J'ai vécu trop longtemps caché, à m'excuser de prendre de la place, croyant que l'amour exigeait de la souffrance que le silence était le seul moyen de rester en sécurité. L'échec n'a jamais été le mien. L'échec appartient aux monstres qui nous ont appris que la violence était de la passion qu'être né femme signifiait être né pour endurer. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une victime tragique. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de la femme qui a crié, la femme qui a refusé de se taire, la femme qui a enfin dit assez. Certaines vies ne peuvent être sauvées, mais la dignité peut toujours être reconquise, parfois cela doit suffire. Le message a été diffusé à 1 heure de grande écoute nationale une semaine plus tard. C'est devenu l'émission la plus regardée du mois, traduite dans des dizaines de langues, étudiée dans les salles de classe lors d'audiences parlementaires. Pour Sarah, ce n'était pourtant pas le dernier chapitre. Le 1er octobre, lors d'une cérémonie intime à laquelle n'assistaient que des survivantes, des militantes, des infirmières les personnes qui avaient traversé le feu avec elle, Sarafina Weih s'est mariée avec elle-même. Elle portait une robe blanche simple, sans voile. Isa se tenait à ses côtés comme demoiselle d'honneur. Mère Éléanore a célébré l'union. Il n'y avait pas d'alliance, seulement des promesses, je promets de me respecter profondément. Je promets de ne plus jamais m'imposer le silence. Je promets de soigner mes propres blessures. Je promets d'être mon propre refuge, ma propre paix absolue. Aujourd'hui, je m'épouse pour ne plus jamais avoir besoin de l'amour toxique de quelqu'un d'autre pour me sentir entière. Les larmes dans la pièce étaient impossibles à retenir. Quelques mois plus tard, Sarafina s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Il n'y a eu ni panique, ni douleur soudaine. Elle a simplement fermé les yeux s'en est allée. Son corps a été incinéré. Ses cendres ont été dispersées dans les jardins de fleurs de la maison Meadowlark. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, des femmes se rassemblent dans ce jardin. Certaines lisent leurs témoignages à haute voix. D'autres restent assises en silence. Toutes portent en elles la même force, la certitude inébranlable de l'avoir entendu parler un jour. Un projecteur diffuse son dernier entretien sur le mur du sanctuaire. Sa voix, ferme même alors que son corps faiblissait, emplit l'air du soir. Parfois, on nous fait croire que l'histoire s'arrête au traumatisme. Ce n'est pas le cas. La véritable fin ne commence qu'au moment où nous décidons de devenir l'amour exact que personne d'autre n'a su nous donner. Et puis la dernière ligne qui a tout changé, mon histoire ne s'est pas terminée le visage écrasé dans un gâteau de mariage. Elle a commencé à la seconde où j'ai ouvert les yeux et décidé que je ne les refermerai plus jamais. Le jour de son mariage, son fiancé l'a frappé lui a enfoncé le visage dans le gâteau. En une seule seconde de violence, Sarafina Weih a compris avec une parfaite clarté, soit elle mettait fin à ce mariage à cet instant précis, soit elle passerait le reste de sa vie enterrée vivante en son sein. L'amour de sa vie lui a écrasé le visage dans le glaçage devant 300 invités. Et à ce moment-là, elle a su que si elle ne le quittait pas, elle finirait dans une tombe émotionnelle, ou littérale. Sarafina Weih avait 27 ans. Elle avait grandi dans un vallon rude des Appalaches, en Virginie occidentale, où la pauvreté ne se mesurait pas seulement au portefeuille vide, mais aussi au cœur vide. Sa maman avait disparu alors qu'elle était encore assez petite pour croire aux histoires du soir. Son père n'avait jamais existé dans aucun sens réel. Elle a été élevée par sa grand-mère aveugle, Odessa, une femme tenace à la langue bien pendue, qui lui a appris au milieu des poulaillers, du pain de maïs des hymnes du dimanche qu'être une femme ne signifiait pas apprendre à s'incliner. À 20 ans, Sarah a déménagé à Boston avec pour tout bagage un sac de sport le refus de rester insignifiante. Elle a nettoyé des maisons de grès, a été nounou pour des familles qui n'ont jamais appris son nom, a vendu des muffins au coin des rues dans l'obscurité glaciale. Elle a été harcelée, négligée sous-estimée. Elle a tout de même étudié la comptabilité le soir. Elle voulait sa propre entreprise. Elle voulait son indépendance. Elle voulait sa liberté. Elle ne cherchait pas un prince. Elle cherchait le respect. Puis Dominique Blackwood est entré dans la boutique où elle tenait la caisse 3 après-midi par semaine. Il n'a rien acheté. Il l'a simplement regardé, lui a adressé son sourire arrogant habituel, a dit, avec un sourire comme ça, tu pourrais facturer des millions. Au début, cela ressemblait à un jeu. Il lui a fait la cour avec des orchidées coûteuses, des dîners privés, des survols en hélicoptère de Cap Cod.
Elle, encore assez naïve pour croire que le destin pouvait compenser les épreuves de la vie, est tombée éperdument amoureuse. Elle lui a donné son cœur, son corps, ses rêves patiemment construits. Ce qu'elle ignorait, c'est que Dominique Blackwood abritait une âme assoiffée de pouvoir, de contrôle va de mépris silencieux pour les femmes. 3 années ont passé. Pendant ce temps, elle a appris à marcher sur des œufs sans faire de bruit. Elle a trouvé normal qu'il surveille son téléphone. Elle est restée silencieuse lorsqu'il critiquait ses vêtements. Elle n'a rien dit lorsqu'il la faisait se sentir insignifiante. Un jour, il l'a poussée contre un mur parce qu'elle avait parlé à un camarade de classe de son cours de comptabilité. « Je t'aime », a-t-il dit après coup, d'une voix douce. « Mais ne me pousse pas à perdre le contrôle. » Elle a pleuré va lui a pardonné parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle croyait que si elle partait, personne d'autre ne voudrait d'elle. Et le grand jour est arrivé. La vaste pelouse du domaine Blackwood à Newport, dans le Rhode Island, avait été transformée en un décor de conte de fées. Des roses blanches, des allées éclairées à la bougie, un autel en cristal. Plus de 300 membres de la haute société attendaient d'assister au mariage de l'année. Des caméras, des influenceurs, des magnats de la technologie, des politiciens, des drones planaient au-dessus de leur tête, diffusant l'événement en direct sur les comptes sociaux de la famille. Sarah a descendu l'allée dans une robe de dentelle sur mesure, le bras lié à celui de Winston Carmichael, un vieil ami du défunt père de Dominique va un homme dont le nom était murmuré dans les mêmes cercles que la corruption de l'État. Il s'est penché vers elle pendant qu'il marchait. « Tu entres dans une famille puissante, ma fille. Apprends à te taire sur ce qui ne te regarde pas », un frisson l'a parcouru, mais elle a souri. Elle était devenue excellente pour feindre. Victoria Blackwood, la mère du marié, observait depuis le premier rang dans une robe noire qui lui donnait l'air d'assister à des funérailles plutôt qu'à un mariage. Elle n'avait jamais approuvé cette union. Pour elle, Sarafina était un cas social des Appalaches qui avait eu de la chance. Elle n'avait toléré ce mariage que parce que Dominique avait menacé de renoncer à l'héritage familial si elle refusait. Pendant la cérémonie, Dominique a souri à Sarah avec son charme habituel, mais ses yeux restaient froids. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil vers sa meilleure amie, Isla, il lui serrait la main assez fort pour lui faire mal. Isla l'a remarqué. Le visage de Sarah disait tout. Isa avait toujours su que quelque chose ne allait pas. Après les vœux, les applaudissements, les photos va le champagne, le moment du gâteau est arrivé, un chef-d'œuvre à grand format orné de feuilles d'or va de fleurs fraîches, préparé par un chef pâtissier français exclusif. Les invités ont sorti leur téléphone pour immortaliser la découpe traditionnelle. Dominique a saisi le couteau, a serré Sarah contre son flanc va à murmurer entre ses dents, « Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas écraser ce gâteau sur le visage de ma mère. C'est une blague. Ça fera rire tout le monde. » Cura l'a regardée, stupéfaite. « Quoi? Tu es fou? Je ne ferai pas ça. Fais-le. Ne me contredis pas en public. C'est ta mère maintenant. Obéis, c'est tout. » Il lui a serré le poignet jusqu'à ce qu'elle grimace. Elle s'est dégagée. Le faux sourire s'est effondré. Isla a fait un pas en avant, mais il était déjà trop tard. Dominique, furieux, a feint un rire bruyant pour la foule va puis, dans un geste presque trop rapide pour être vu, l'a frappé. Il l'a poussé violemment contre la table du gâteau. Son visage s'est enfoncé dans le glaçage. Sa tête a heurté le socle en cristal dur. La grande salle de bal est devenue silencieuse. Sarah est restée au sol pendant plusieurs secondes. Le glaçage lui couvrait les yeux. Elle a goûté la crème au beurre sucré mêlée au goût métallique du sang. Elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Puis elle l'a entendu. C'était juste une blague. Ne réagis pas de manière excessive, a dit Dominique avec un rire cynique. Ma femme est si théâtrale. Quelques personnes ont ri nerveusement. D'autres ont continué à enregistrer. Quelques tantes fortunées ont fait semblant de détourner le regard. Isla s'est précipitée vers elle, l'a aidée à se relever, essuyant frénétiquement son visage avec une serviette en fil. « Ça va » a-t-elle crié. Dominique s'est approché va à chuchoter entre ses dents, « Ne t'avise pas de gâcher ça. » Et là, à cet instant précis, quelque chose a cliqué en Sarafina. Elle n'a pas ressenti de colère. Elle n'a pas ressenti de peur. Elle a ressenti une clarté absolue. C'était soit cela, soit mourir tout en continuant à respirer.
Elle s'est redressée, tremblant encore. Elle a pris une profonde inspiration, s'est avancée au centre de la piste de danse, va exiger le micro des mains du chanteur de l'orchestre. « Qu'est-ce que tu fais ?» a lancé Dominique en marchant vers elle. « Recule » a dit Ella, s'interposant fermement entre eux. Sarah a regardé la foule. Son visage était encore maculé de gâteaux, de sang, va de dignité brisée. Sa voix était basse, mais ferme. « Je ne me marie pas. Pas avec un homme qui m'a frappé plus d'une fois, qui m'a insulté, qui m'a fait me sentir insignifiante, va qui a tué mon enfant à naître à coups de poing. » Un murmure a parcouru la salle de bal comme une traînée de poudre. « Yes » a-t-elle poursuivi. « J'étais enceinte de son enfant, va je l'ai perdu parce que Dominique m'a projeté contre la porte de la salle de bain lors d'une de ses crises de jalousie. Et sa mère, Victoria, m'a payé pour le cacher. 50 000 $ pour mon silence. » Victoria s'est levée en hurlant, « C'est un mensonge. Elle est mentalement instable. C'est une chercheuse d'or opportuniste. » J'ai toutes les preuves, a répliqué Sarah. Les virements bancaires, les SMS, les menaces. Je les montrerai à quiconque souhaite les voir. Les invités brandissaient leur téléphone, enregistrant chaque seconde. Cet homme ne mérite pas le respect, va sa famille encore moins. Vous m'avez traîné dans cet enfer avec des promesses vides, mais c'est fini. Dominique a bondi en avant. Winston Carmichael a tenté de le retenir. Sarah, pose ce micro tout de suite, a hurlé Dominique. Tu n'as pas idée de ce à quoi tu joues. Je sais exactement à quoi je joue, a-t-elle répondu. Et tu n'as pas idée de qui tu viens de provoquer. Silence. Seul retentissait le bruit des déclencheurs d'appareils photo. Certains invités se sont levés, sont partis. Quelques-uns ont applaudi. Les réseaux sociaux explosaient déjà. Le scandale était un train lancé à toute allure que rien ne pouvait arrêter. Sarah a fait un pas en arrière, a lâché le micro, s'est retournée. Isla a passé son bras sous le sien. Ensemble, elles ont descendu l'allée vers la sortie. Personne ne les a arrêtés, pas même Victoria, qui s'est évanouie de pure indignation. Avant de franchir les portes, Sarah s'est retournée une dernière fois vers la foule. Je ne l'épouse pas, ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur cet homme. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière elle comme un couvercle de cercueil. Dehors, la brise du soir de Newport flottait dans ses cheveux, rafraîchissant son visage taché de sang, de gâteau. Isla lui a serré la main. Tu es sûr de ce que tu viens de faire? Pour la première fois de sa vie, Sarafina a répondu sans hésiter, oui. Et dans sa voix il n'y avait pas de peur, seulement un calme étrange sacré. Ce jour-là n'était pas la fin de son conte de fées. C'était le début de son éveil. En quelques heures, le monde entier allait connaître l'enfer caché derrière un nom prestigieux, le pouvoir d'une femme qui avait enfin décidé de dire assez. Le scandale a explosé comme de la dynamite sous un sol de marbre. Moins d'une heure s'était écoulée depuis que Sarafina avait abandonné son propre mariage, que les réseaux sociaux brûlaient déjà de titres, de vidéos divulguées, de théories du complot. Partout, la même scène tournait en boucle. Le coup, le gâteau, le sang, sa voix tremblante démasquant Dominique Victoria devant une salle remplie de costumes coûteux de sourires travaillés. Les mots-clics inondaient les listes de tendances. Je ne l'épouse pas. Assez. Croyez-la. Pendant ce temps, la femme au centre de ce séisme marchait pieds nus sur un trottoir qu'elle reconnaissait à peine. Isla portait les talons hauts de Sarah, son voile déchiré, tout en essayant d'arrêter un taxi. Sarah avait encore des traces de crème au beurre sur la joue, mais elle gardait la tête haute, le regard vitreux mais clair. « Où allons-nous » a demandé Isla, la voix serrée par l'inquiétude. « Quelque part où personne ne pourra me dicter ma façon de vivre. » Isa a compris. Ce n'était pas une destination sur une carte. C'était une déclaration de guerre. Elles ont atteint l'appartement d'Ella, un petit logement au dernier étage à Somerville avec des murs humides, des meubles d'occasion. Sarah s'est enfermée dans la salle de bain, s'est regardée dans le miroir. Le bleu provoqué par l'impact s'était déjà étendu sur sa pommette. Ses lèvres saignaient encore. Elle a lavé son visage, a nettoyé le maquillage restant, a laissé tomber sa robe de créateur au sol. Elle s'est tenue nue devant le miroir, vulnérable, blessée, mais vivante. Et pour la première fois depuis des années, libre. Plus tard, la télévision a diffusé des extraits soigneusement montés de la catastrophe.
Certains réseaux défendaient Dominique, parlant d'un malentendu tragique. D'autres spéculaient sur la santé mentale de Sarah. Des éditorialistes conservateurs la qualifiaient d'opportuniste. Quelques intervenants ont même suggéré que toute la scène était un coup de communication calculé. Dominique est apparu dans une interview exclusive à une heure de grande écoute depuis son appartement de Boston, la voix posée va affliger. Sarafina est profondément déséquilibrée. Elle souffre d'anxiété sévère va de paranoïa. Je l'aime profondément, mais elle a besoin d'une aide psychiatrique. Je ne lui ferai jamais de mal. Isla a jeté une tasse de café contre le mur. C'est lui qui est déséquilibré. Espèce de malade, de manipulateur. Sarah était assise devant l'ordinateur portable ne réagissait pas. Elle tapait, tout simplement. Elle comprenait que si elle ne parlait pas, si elle ne s'emparait pas du récit, il l'écrirait à sa place. Cette nuit-là, elle a enregistré une vidéo sous la lumière crue d'une lampe bon marché. Sans maquillage, les yeux gonflés. Je m'appelle Sarafina Valva, voici la vérité. Elle a raconté comment la relation avait commencé. Elle a parlé des premiers signaux de contrôle, des regards, des commentaires, des menaces voilées. Puis elle a décrit l'agression la plus brutale. Le jour où, alors qu'elle était enceinte d'à peine 8 semaines, Dominique l'avait poussée contre la porte de la salle de bain pour lui avoir répondu en public. Elle était tombée. Elle avait ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen. Lorsqu'elle avait tenté de crier, il lui avait plaqué la main sur la bouche. « Arrête d'être si théâtrale », lui avait-il dit. Elle avait perdu le bébé ce jour-là. Elle s'était retrouvée seule dans les toilettes des urgences d'une clinique privée pendant que Dominique était sorti pour se calmer les esprits. En réalité, il avait passé la nuit avec une autre femme dans un hôtel du centre-ville. Victoria était arrivée plus tard, lui avait proposé un chèque en échange de son silence. « Personne ne croira une fille comme toi », avait-elle dit. La vidéo a été mise en ligne au petit matin. En moins de 3 heures, elle comptait 600 000 vues. À 7 heures du matin, elle avait dépassé les 2 millions. Sarah n'a pas dormi. Elle est restée éveillée à lire les commentaires. Des femmes de tout le pays ont partagé leurs propres histoires. Des trolls l'ont insultée. Certains hommes l'ont accusée de vouloir détruire la vie d'un homme bien. Mais la grande majorité a écouté, cela suffisait. À l'intérieur du manoir Blackwood, Victoria explosait de colère. Où est l'avocat? Il faut faire supprimer ça immédiatement. Dominique, d'un calme déconcertant, sirotait un verre de bourbon. Détends-toi, maman. Ça va passer. Elle n'a pas assez de preuves. Bien sûr que si, idiot. Tu crois que je n'ai pas vu le virement bancaire? Il s'est figé. Quoi? Oui, je l'ai payé parce que tu n'avais pas le courage de la faire taire avec de l'affection. Dominique a jeté son verre en cristal dans la cheminée. Je ne l'ai pas frappée. Elle est tombée. Et je ne suis même pas sûr que cet enfant était de moi. Victoria s'est tue, fixant son fils. Pour la première fois, elle semblait le voir clairement, ou peut-être, pour la première fois, s'autorisait-elle à admettre ce qu'elle avait toujours su. Les jours suivants ont été un tourbillon. Sarah s'est rendue au bureau du procureur à déposer une plainte pénale officielle. Elle a apporté les SMS, les relevés bancaires, les dossiers médicaux prouvant la fausse couche les photos des ecchymoses qu'elle avait cachées pendant des mois. Elle a également apporté le journal intime dans lequel elle avait documenté chaque épisode de maltraitance. La presse ne la laissait pas tranquille. Il voulait des exclusivités, des larmes devant la caméra, des effondrements dramatiques. Elle ne cherchait pas la célébrité. Elle cherchait la justice. Isla est restée constamment avec elle, dormant sur le canapé, lisant le flot de mai, organisant les messages qui arrivaient. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle trouve quelque chose de terrifiant. Une lettre sans adresse de retour, sans timbre, juste une feuille de papier avec des lettres découpées dans des magazines, glissées sous la porte, « Tais-toi ou nous te ferons taire ». Isla a pâli. « Nous devons partir d'ici. » « Non, je me suis caché assez longtemps. » « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas un jeu, tu crois que vivre dans la peur a un jour été un jeu pour moi? Tu sais combien de fois je me suis tue? Combien de fois j'ai souffert le martyre tout en souriant comme si de rien n'était? » Isla n'a pas insisté. Elle l'a simplement serré dans ses bras. Elle comprenait que la force de Sarah n'était pas du courage pur. C'était l'épuisement d'en avoir eu assez.
Quelques jours plus tard, Sarah a accepté de participer à une émission matinale nationale. Elle est arrivée vêtue d'un chemisier simple, sans maquillage lourd. Sa voix était ferme, son regard direct. « Pourquoi avez-vous décidé de parler ?» a demandé la présentatrice. « Parce que tout le monde me disait que je ne le pouvais pas. Parce que j'avais peur de mourir en silence. Et parce que chaque femme qui m'a écrit mérite de savoir que sa souffrance compte aussi. » Le studio est devenu totalement silencieux. Plusieurs membres de l'équipe ont essuyé des larmes. D'autres ont commencé à applaudir. En quittant le bâtiment de la chaîne, un groupe de femmes brandissant des pancartes l'attendait. « Merci, Sarafina. Tu n'es pas seule. » Elle a été profondément touchée. Elle n'avait jamais imaginé devenir un symbole. Puis, alors qu'Elva Isla marchait vers la voiture garée, un SUV noir a accéléré à toute vitesse directement sur elle. Des cris ont retenti. Isla s'est interposée va pousser Sarah hors de la trajectoire. Le véhicule a percuté violemment et Slava a disparu dans la circulation de Boston. Sarah est tombée à genoux sur le trottoir, haletante, tenant Esla alors que le sang se répandait traîne le front de son ami. Ils te veulent morte. Ils ne me feront pas taire. La police est arrivée en quelques minutes. Ils ont pris des dépositions ont promis une enquête. Les deux femmes savaient au fond d'elles-mêmes que peu de choses seraient faites tant que le nom des Blackwood serait impliqué. Cette nuit-là, Esla l'a emmenée dans un lieu sûr. Elles n'ont dit à personne où elles allaient. Sarah a commencé à recevoir l'aide juridique gratuite d'un important fonds de défense féministe. Elle a appris à s'exprimer avec une précision stratégique. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait une voix collective. Dominique n'est pas resté inactif. Il a divulgué un faux certificat médical affirmant que Sarah souffrait d'un trouble de la personnalité borderline. Il a diffusé des enregistrements audio modifiés. Il a payé des actrices pour qu'elles se fassent passer pour d'anciennes colocataires d'université affirme qu'elle avait toujours été instable, mais le mouvement ne pouvait plus être arrêté. Victoria a rencontré des responsables du département de la santé de l'État, tentant d'éviter un audit fédéral de l'hôpital où Dominique exerçait. Elle a proposé des dons de campagne, des faveurs, des menaces discrètes. Quelque chose avait pourtant changé. Pour la première fois, les gens commençaient à parler. Sarah dormait mal. Les cauchemars se succédaient sans répit, les toilettes de la clinique, le bébé qui n'était jamais arrivé, le visage de Dominique hurlant son nom. Parfois, elle se réveillait en criant. Esla la serrait dans ses bras lui disait que tout irait bien. Ni l'une ni l'autre n'y croyaient vraiment. La tension était étouffante. Le visage de Sarah était désormais célèbre. Ses paroles étaient citées dans les écoles, les collectifs de femmes les conférences. Pendant ce temps, Dominique restait libre, souriant devant les caméras, enregistrant des vidéos où il feignait de pleurer insistait sur le fait qu'il voulait seulement lui venir en aide. La manipulation était presque parfaite, jusqu'à ce que quelqu'un d'inattendu se manifeste. Une infirmière de la clinique privée de Boston où Sarah avait été soignée a contacté Ea. Elle voulait parler. Elle disait avoir des informations, des documents, des photos. Elle avait elle-même été témoin de la corruption. Elle était terrifiée. Sarah est allée la rencontrer. La femme, d'une quarantaine d'années, tremblait en parlant. « J'ai tout vu. J'ai vu à quel point vous saignez. Comment vous êtes arrivé seul. J'ai nettoyé la chambre moi-même. Ils m'ont forcé à détruire votre dossier. Ils ont menacé ma retraite. Mais je ne peux plus me taire. » Sarah a pleuré, non pas de tristesse, mais de rage d'une soif de justice. Elle savait que ce n'était que le début. Le jour même, elle a publié une autre vidéo, plus courte plus incisive. « Je ne parle plus seulement pour moi-même. Je parle pour nous toutes. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, si j'ai un accident, sachez que ce n'était pas une erreur. C'était planifié. Et les responsables ont des noms. Les vues ont doublé. Les menaces de mort ont doublé également. Mais une vérité était devenue incontestable, la femme qui avait dit assez n'était plus seule. Chaque parole qui sortait de sa bouche devenait une pierre de plus jetée contre un système qui préférait les femmes silencieuses ou mortes plutôt que libres. Quand une femme se lève, le système tremble, certains préféreraient la voir morte que libre. Sarah le ressentait chaque fois qu'une moto passait trop près de la route. Chaque fois qu'une enveloppe sans adresse de retour apparaissait,
chaque fois qu'un inconnu la fixait un instant de trop, elle le ressentait dans les silences prolongés des autorités. Les appels coupés, les alliés qui décidaient soudainement qu'ils ne voulaient plus être impliqués. 2 semaines après l'accident manqué, dehors devant le studio de télévision, la police n'avait toujours aucune piste. Les caméras de surveillance n'avaient étrangement rien enregistré d'utile. Le SUV n'avait pas de plaque visible. Tout était trop parfait, trop propre, comme si quelqu'un doté d'un immense pouvoir avait ordonné d'effacer la moindre trace. Isla boitait encore. L'impact l'avait projeté contre un lampadaire. L'entaille sur son front avait nécessité 5 points de suture. Sarah ne pouvait pas se le pardonner. Chaque fois qu'elle voyait les bandages, elle ressentait une culpabilité collante profonde qui la réveillait à 3 heures du matin. Ce n'était pas de ta faute, répétait Isla en tenant une tasse de café chaud. Bien sûr que si. Cette voiture m'était destinée. Je t'ai poussé juste devant. Si tu ne m'avais pas poussé, il m'aurait percuté de plein fouet. Tu m'as sauvé. Sarah a serré les lèvres. Les mots ne suffisaient plus. Le langage avait ses limites lorsque l'âme se brisait dans des endroits invisibles. Cette nuit-là, elles ont décidé de partir, de changer de ville, de s'éloigner des caméras des hommes en costume qui cachaient des menaces derrière des sourires politiques. Elles ont fui vers les Berkshires, dans l'ouest du Massachusetts, sous de faux noms, aidées par un réseau clandestin qui protégeait les femmes confrontées à des situations de violence domestique à haut risque. Là, nichées au milieu des pins des routes de campagne sinueuses, cachées derrière une vieille église en pierre des grilles en fer rouillé, elles ont trouvé le sanctuaire du Mont Carmel. Ce n'était pas un couvent conventionnel. Il n'y avait pas d'horaire de prière rigide ni de religieuses en habit. C'était un refuge pour les femmes brisées, les mères fuyant avec leurs enfants, les adolescentes enceintes échappant aux abus, les femmes âgées abandonnées par tous. Les gardiennes portaient leurs propres histoires lourdes, certaines avec des tatouages, d'autres avec des casiers judiciaires, toutes survivantes. La première à les accueillir fut Mère Eleanor Crowe, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux d'argent à la voix qui commandait l'attention. Ses yeux avaient trop vu. Elle portait des vêtements sombres simples, mais autour de son cou pendait une chaîne avec un anneau d'argent usé. « Vous êtes Sarafina Veil » a-t-elle demandé de but en blanc. « Oui, nous vous attendions. Nous ne vous jugerons pas ici, mais nous ne vous laisserons pas non plus vous effondrer. Vous avez assez souffert. Vous venez ici pour renaître, pas pour pleurer éternellement. » Ces paroles ont résonné profondément. Sarah a hoché la tête en silence. Elle savait qu'elle avait trouvé l'endroit idéal. Les premiers jours furent rudes. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle sursautait au bruit des portes qui se fermaient. Elle pleurait en silence chaque fois qu'elle voyait une petite fille courir de peur. Mais c'est Eleanor qui a commencé à la reconstruire peu à peu. Elle n'avait pas toujours été une guide spirituelle. Pendant 20 ans, elle avait été une avocate engagée pour les droits civiques, défendant des survivantes d'homicides domestiques, des victimes de traite des mères accusées de meurtre pour s'être protégées. Sa propre fille avait été tuée à 17 ans par son petit ami. Après cela, Eleanor avait quitté les tribunaux troquer ses costumes pour le travail au sanctuaire, mais elle n'avait jamais perdu son esprit acéré ni son sens aigu de l'injustice. « Tu n'es pas seulement un fait divers viral », lui a dit Eleanor un après-midi autour d'un thé. « Tu es un symbole, les symboles dérangent les gens. »« Alors, qu'est-ce que je fais de ça ?» a demandé Sarah. « Je me cache ? J'écris mes mémoires ? Non, tu utilises ce symbole comme une arme. Tu construis quelque chose qui leur survivra à tous. » Et c'est ainsi que la maison Métoarch a vu le jour. Cela a commencé comme un projet clandestin, un refuge transformé en centre de soutien psychologique, juridique médical pour les femmes maltraitées. Il fonctionnait dans une ferme discrète anonyme à 5 km du sanctuaire, financé par des dons anonymes gérés par des bénévoles engagés. Il n'y avait pas d'enseigne. Il n'apparaissait sur aucune carte. Son emplacement se transmettait à voix basse, comme une planche de salut. Sarah a commencé à y travailler jour nuit. Elle écoutait des histoires à vous glacer le sang, des mères battues devant leurs enfants en bas âge, des filles agressées par des proches, des déchérités séquestrées pendant des années. Chaque récit la blessait, mais chacun la renforçait également. Elle ne pleurait plus seulement pour elle-même. Elle pleurait pour elle, cela la maintenait debout. Mais l'ombre de la famille Blackwood ne s'est pas estompée. Victoria, furieuse des retombées médiatiques de l'audit fédéral imminent de l'hôpital où travaillait Dominique, a opté pour des mesures plus radicales.
Elle a engagé un ancien contractuel militaire spécialisé dans l'élimination de cibles civiles. Son nom était Gideon Lokash, connu sous le pseudonyme du Spectre. Il avait opéré dans des missions d'épuration secrète d'élimination de témoins. Tout ce qu'il exigeait était la discrétion une somme exorbitante. Victoria disposait des deux. « Je veux qu'elle disparaisse », lui a-t-elle dit sans ciller. « Je me fiche des moyens. » Gideon a souri. « Ce ne sera pas bon marché. Le prix m'importe peu. Je veux des résultats. » L'opération a commencé une semaine plus tard. L'ombre ne s'est pas levée, elle est devenue plus dense. Gideon Lokash se déplaçait avec la précision silencieuse d'un homme habitué à effacer les gens. Il s'est fait passer pour un paysagiste dans une propriété voisine, a observé les habitudes, noté les horaires attendu son heure. Les premières tentatives furent discrètes, des durites de frein coupés sur une voiture empruntée, une fuite de gaz qui a failli passer inaperçue, un colis déposé sur les marches du sanctuaire que Mère Eleanor a intercepté détruit avant qu'il ne puisse être ouvert. Chaque échec rendait Victoria plus impatiente plus dangereuse. Sarah sentait le piège se refermer. Elle a cessé de dormir la nuit. Chaque moto passant trop près, chaque visage inconnu sur les routes de campagne lui mettait le cœur au bord des lèvres. Isla, encore convalescente de la première attaque, refusait de la quitter d'une semelle. Mère Eleanor a renforcé la sécurité déplacer les femmes les plus vulnérables plus profondément dans la propriété. Puis les véritables preuves sont apparues. En triant des cartons de dossiers médicaux discrètement sortis de l'hôpital St. James Memorial des mois plus tôt, Eleanor a trouvé un dossier estampillé d'un code de facturation interne qu'elle n'avait jamais vu. En recoupant les données, l'image qui s'est dégagée était accablante, des médicaments de chimiothérapie périmés administrés comme neufs, des ordonnances falsifiées, des listes entières de patients inexistants. Des millions de dollars de fonds d'assurance maladie fédéraux avaient été détournés par le biais de l'hôpital. La signature de Dominique apparaissait encore sur les formulaires de demande frauduleux. Eleanor a apporté le dossier à Sarah le soir même. Cet homme n'est pas seulement un agresseur domestique un prédateur, a-t-elle dit. Il dirige un réseau pharmaceutique illégal géant. De vrais patients atteints de cancer sont morts parce qu'on leur a administré des traitements dilués ou périmés, afin qu'ils puissent empocher l'argent fédéral. Nous avons des signatures falsifiées, des dossiers de patients dupliqués, de quoi le détruire. En avons-nous assez pour saisir le département de la justice, a demandé Sarah. Si nous présentons le dossier parfaitement, oui. Si nous le désactivons sans une stratégie en béton, ils détruiront les preuves achèteront leur liberté avant même la première perquisition. Alors nous attendons, a dit Sarah. Cette nuit-là, elle a écrit une lettre qu'elle ne s'attendait pas à voir lue par une personne d'importance. Elle l'a adressée au Vatican, non pas par un élan religieux soudain, mais parce qu'elle comprenait la force d'une autorité morale qui ne pouvait être achetée par l'argent politique américain. Eleanor avait d'anciens contacts dans l'archidiocèse. La lettre a été envoyée. 3 jours plus tard, une lourde enveloppe scellée à la cire est arrivée. Le Saint-Siège reconnaissait la gravité de son témoignage. Un message personnel de solidarité a suivi. Le dimanche suivant, lors d'une allocution télévisée mondiale depuis la place Saint-Pierre, le pape a parlé d'une femme courageuse aux États-Unis luttant contre l'injustice, la maladie le poids du silence imposé. Il a qualifié sa cause de témoignage de la dignité humaine. Internet a explosé. La déclaration est devenue virale sur tous les continents. Pour la première fois depuis le mariage, Sarah a pleuré, non pas de désespoir, mais de la certitude soudaine, presque insoutenable, que le monde écoutait enfin. Son corps, cependant, commençait à faiblir. La sclérose en plaques qui progressait discrètement depuis des mois s'est accélérée. Ses jambes devenaient instables. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tentait de tenir des papiers. La vision de son œil droit s'est troublée. Les médecins pouvaient ralentir les spasmes mais ne pouvaient arrêter la progression. Sarah a accepté le diagnostic comme elle avait accepté tous les autres coups, avec une froide pratique détermination. Il pouvait briser son corps, il ne briserait pas sa voix. Le procès fédéral contre Dominique Blackwood le conseil d'administration de St. James Memorial a été annoncé sous haute sécurité. Dès le premier jour, il est apparu évident que ce ne serait pas une procédure ordinaire. Le bureau du procureur des États-Unis subissait des pressions de la part de toute l'élite de la Nouvelle-Angleterre, des sénateurs, des donateurs, des anciens gouverneurs, tous redevables à la famille Blackwood. Mais les audiences étaient publiques la présence des médias était totale.
Des camions de transmission encerclaient le tribunal de Boston bien avant l'aube. Des dénicheurs de scoop va des curieux remplissaient la place. Des femmes brandissaient des pancartes. Des familles de victimes se tenaient côte à côte avec des militants des droits civiques. Beaucoup portaient des t-shirts à l'effigie de Sarah. Ils n'étaient pas là en spectateurs. Ils étaient là parce qu'ils comprenaient que le procès dépassait un seul homme. Sarah est arrivée dans un fauteuil roulant adapté, poussé par Isla. Elle portait un tailleur simple, les cheveux tirés en arrière, le trait d'eyeliner net va-de-fiant. Elle n'a fait aucune déclaration à la presse. Elle a simplement gardé le menton haut, va laisser le monde regarder la femme que le pouvoir absolu avait tenté, sans succès, d'effacer. À l'intérieur de la salle d'audience, Dominique se tenait rigide à côté de sa coûteuse équipe de défense. Même la combinaison de détenue beige ne pouvait masquer entièrement l'arrogance qui maintenait son dos droit. De temps en temps, il se retournait, la cherchant du regard dans le public. Lorsqu'il l'a enfin aperçue, il a affiché un rictus sombre va puéril, comme s'il croyait toujours qu'elle lui appartenait. L'accusation a débuté avec une montagne de preuves, courriels, relevés bancaires, dossiers cliniques, déclarations sous serment. Chaque document désignait Dominique comme un prédateur méthodique, va l'hôpital comme une entreprise criminelle engagée dans la fraude à l'assurance maladie, la distribution de stupéfiants va une grave négligence médicale. Les preuves étaient si denses que la déclaration liminaire s'est étendue sur plusieurs jours. La première témoin était une jeune fille de 19 ans ayant obtenu l'anonymat. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas faibli. Elle a décrit comment Dominique l'avait agressée lors d'un examen de routine, comment il avait menacé de lui refuser ses médicaments si elle parlait, comment il avait souri va lui avait dit que personne ne la croirait. Lorsqu'elle a terminé, la salle d'audience est restée silencieuse. Même les avocats de la défense ont choisi de ne pas procéder à un contre-interrogatoire. D'autres témoins ne sont jamais apparus. L'une d'elles a disparu de son appartement 2 jours avant son témoignage prévu. Une autre a été soudainement hospitalisée, va a refusé de parler. Une troisième a été signalée sur un vol aller simple pour quitter le pays. Le schéma était évident, la machine des Blackwood fonctionnait toujours. Puis Victoria Blackwood a pris la parole pour la défense. Vêtue de noir, elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir en soie, s'exprimant d'une voix soigneusement travaillée sur son statut de victime. Elle a affiché de fausses larmes, affirmant que sa famille était détruite par la jalousie va les mensonges. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait cherché qu'à protéger son fils des mauvaises influences. Elle a qualifié Sarah de chercheuse d'or aux motivations cachées. Sarah l'observait depuis son fauteuil roulant, va ne ressentait aucune colère, seulement une immense pitié. La femme qui avait autrefois régné sur la société bostonienne d'une main de fer semblait désormais petite, terrifiée va acculée. Dominique n'a pas supporté la pression. Au milieu d'une audience d'après-midi, il a craqué. Il a bondi sur ses pieds, va à hurler à travers la salle, pointant un doigt rageur vers Sarah, c'est de sa faute. Elle a ruiné ma vie. Elle est venue fouiller là où elle n'avait rien à faire. Elle m'a provoqué. Elle m'a fait perdre le contrôle. Des agents fédéraux l'ont plaqué au sol. Le juge a martelé son bureau pour réclamer l'ordre. Les caméras ont capturé chaque seconde. L'opinion publique s'est effondrée. Les chaînes d'information affichaient en bandeau, Dominique Blackwood craque va accuse la victime en plein tribunal. Même les politiciens qui avaient discrètement financé sa défense ont publié des communiqués pour couper les ponts. Le point de rupture absolu a eu lieu lorsqu'une femme nommée Sarafina a été introduite dans la salle d'audience sous haute protection fédérale. Elle était d'une maigreur inquiétante, le regard fatigué mais l'esprit parfaitement lucide. Elle avait exigé de parler avant de mourir. Le juge a réclamé le silence absolu. Je m'appelle Sarafina, a-t-elle dit. Je suis la mère biologique de Sarafina je suis également la mère biologique de Dominique Blackwood. Le silence était absolu. J'étais bonne dans la maison des Blackwood. Le mari de Constance m'a violée pendant des semaines. Je suis tombée enceinte. Elle m'a forcé à me taire. Elle m'a dit que si je parlais, elle me ferait tuer. Elle a volé mes enfants. Elle m'a enfermé dans un hôpital psychiatrique va à falsifier mon certificat de décès. Elle a pointé un doigt tremblant vers Dominique. Il n'est pas son fils. Il est le mien va celui de son mari. Elle l'a élevé pour être cruelle, pour croire que le monde lui appartenait. Elle lui a rempli la tête de venin va de pouvoir, mais il n'est rien d'autre qu'un garçon perdu va malade, élevé dans la haine pure. Des cris ont éclaté dans le public.
L'histoire a fait le tour des agences de presse internationales. La discussion a basculé de la violence domestique aux affaires d'étouffement au sein de l'élite, à la corruption institutionnelle va à la traite d'êtres humains. 2 jours plus tard, le procureur fédéral principal est mort dans un accident de voiture sur une portion de route déserte. Les caméras de surveillance de ce secteur avaient inexplicablement cessé de fonctionner. Il n'y avait pas de traces de freinage. Le juge a prononcé une suspension d'audience immédiate le temps que le ministère de la Justice désigne un remplaçant. Cette nuit-là, alors que des bénévoles de la maison Métoarche organisaient une veillée au flambeau pour le procureur assassiné, une explosion a détruit le refuge. Du verre, de la fumée va des débris de plaques de plâtre ont rempli l'air. Les grilles renforcées de l'entrée ont été arrachées de leurs gonds. Plusieurs femmes ont été blessées. Une fillette de 7 ans a définitivement perdu l'audition d'une oreille. Depuis son lit d'hôpital, la clavicule brisée, un poumon perforé va sa sclérose en plaques s'accélérant, Sarah a enregistré un message. Elle portait une blouse d'hôpital. Son visage était tuméfié va couper. La vidéo a figé le pays. Des centaines de milliers de femmes sont descendues dans les rues des grandes villes, des infirmières, des étudiantes, des mères, elles ont marché, elles ont crié, elles ont exigé des mesures fédérales. L'affaire Blackwood n'était plus un procès, c'était devenu une révolution. 3 jours plus tard, Victoria Blackwood a été retrouvée morte dans son manoir vide de Newport, une crise cardiaque massive, seule, abandonnée par son personnel va ses avocats, ses comptes à l'étranger gelés va ses propriétés sous saisie fédérale. Elle avait envoyé des SMS désespérés auxquels personne n'avait répondu. Sarah n'a rien dit en apprenant la nouvelle. Elle a seulement regardé par la fenêtre de l'hôpital va à respirer. Le 15 septembre, la maison Métoarche a rouvert ses portes dans un établissement rénové dans l'État de New York, entièrement financé par des fondations internationales de défense des droits de l'homme. Des journalistes sont venus du monde entier. Des femmes des 50 États sont arrivées portant des bougies, des fleurs va des photos de leur reconstruction. Au-dessus des lourdes portes en chêne, une plaque était apposée, « Nous ne vous jugerons pas ici. Nous vous soutiendrons, tout simplement. » Sarah a été transportée par une ambulance médicale spécialisée, une bouteille d'oxygène à ses côtés, des infirmières privées entourant son fauteuil roulant. Elle refusait de manquer cette journée. Mère Eleanor l'attendait à l'entrée avec un bouquet de fleurs de montagne. À l'apparition de Sarah, la foule a éclaté en applaudissements nourris. Isla a dirigé son fauteuil sur une rampe d'accès adaptée, a pris le micro va à parler sans maquillage, d'une voix lente mais résolue, « Quand je suis entré pour la première fois dans la maison Meadowlark originale, je ne savais pas si je survivrais à la semaine. Je suis arrivé brisé va meurtri. Mais entre ces murs, je me suis reconstruite. Cet endroit m'a appris qu'être dans un fauteuil roulant ne signifie pas que l'on est inférieur aux autres. Cela signifie que l'on est dans la position idéale pour les regarder dans les yeux va tenir bon. Merci, Sarafina, de n'avoir jamais abandonné, d'avoir porté nos cris quand nos gorges étaient trop meurtries pour émettre un son. » L'ovation debout a duré près de 10 minutes. Sarah ne pouvait plus parler fort. Eleanor l'a aidé à lire un court message final pour les caméras va pour le pays, « Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être des semaines, peut-être moins. Cela n'a pas d'importance. J'ai déjà fait ce pourquoi j'ai été mise ici. Je ne dois plus rien à personne, pas même à moi-même. J'ai vécu trop longtemps caché, à m'excuser de prendre de la place, croyant que l'amour exigeait de la souffrance va que le silence était le seul moyen de rester en sécurité. L'échec n'a jamais été le mien. L'échec appartient aux monstres qui nous ont appris que la violence était de la passion va qu'être né femme signifiait être né pour endurer. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une victime tragique. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de la femme qui a crié, la femme qui a refusé de se taire, la femme qui a enfin dit assez. Certaines vies ne peuvent être sauvées, mais la dignité peut toujours être reconquise, va parfois cela doit suffire. Le message a été diffusé à une heure de grande écoute nationale une semaine plus tard. C'est devenu l'émission la plus regardée du mois, traduite dans des dizaines de langues, étudiée dans les salles de classe va lors d'audiences parlementaires. Pour Sarah, ce n'était pourtant pas le dernier chapitre. Le 1er octobre, lors d'une séance intime à laquelle n'assistaient que des survivantes, des militantes, des infirmières va les personnes qui avaient traversé le feu avec elle, Sarafina Veil s'est mariée avec elle-même. Elle portait une robe blanche simple, sans voile. Isa se tenait à ses côtés comme demoiselle d'honneur. Mère Eleanor a célébré l'union. Il n'y avait pas d'alliance,
seulement des promesses, je promets de me respecter profondément. Je promets de ne plus jamais m'imposer le silence. Je promets de soigner mes propres blessures. Je promets d'être mon propre refuge, ma propre paix absolue. Aujourd'hui, je m'épouse pour ne plus jamais avoir besoin de l'amour toxique de quelqu'un d'autre pour me sentir entière. Les larmes dans la pièce étaient impossibles à retenir. Quelques mois plus tard, Sarafina s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Il n'y a eu ni panique, ni douleur soudaine. Elle a simplement fermé les yeux, va s'en est allée. Son corps a été incinéré. Ses cendres ont été dispersées dans les jardins de fleurs de la maison Meadowlark. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, des femmes se rassemblent dans ce jardin. Certaines lisent leurs témoignages à haute voix. D'autres restent assises en silence. Toutes portent en elles la même force, la certitude inébranlable de l'avoir entendu parler un jour. Un projecteur diffuse son dernier entretien sur le mur du sanctuaire. Sa voix, ferme même alors que son corps faiblissait, emplit l'air du soir. Parfois, on nous fait croire que l'histoire s'arrête au traumatisme. Ce n'est pas le cas. La véritable fin ne commence qu'au moment décidé de devenir l'amour exact que personne d'autre n'a su nous donner. Et puis la dernière ligne qui a tout changé, mon histoire ne s'est pas terminée le visage écrasé dans un gâteau de mariage. Elle a commencé à la seconde où j'ai ouvert les yeux et décidé que je ne les refermerai plus jamais.